Patrick Mivila, vous êtes d'accord? Vous iriez jusqu'à dire que Ali Bongo est mort physiquement? Il y en a qui disent c'est un sosie. Vous êtes d'accord avec ça? Il est mort et voilà. S'il est mort, qu'est-ce qu'il fait à Londres? Bon. Non, mais vous savez, on ne peut pas parler aujourd'hui de la fin du despote quand on sait que le régime qui nous dirige et qui nous a toujours dirigés, celui qui s'impose à nous, est un régime qui est là depuis près de 60 ans. Donc, ce serait un peu simple de dire que c'est la fin du despote. C'est un régime qui s'appuie sur des piliers que nous avons que nous nous efforçons de mettre à nu. Parce que, voyez-vous, autour de la mort d'Ali Bongo, qui est devenue véritable, la mort présumée, hein, qui est véritablement devenue euh, un sujet extrêmement hermétique, parce que ni sa famille, ni même les opposants, j'ai envie de dire, qui sont membres de sa famille, sont incapables aujourd'hui de nous dire véritablement quel est l'état de santé d'Ali Bongo. Mais là n'est pas la question, parce que voyez comment on a été baladé depuis le 24 octobre 2018 lors de son AVC. On nous a dit à un moment donné que c'est Madame Bourantou qui dirige le pays. Et donc, on nous a baladé comme ça. On a vu émerger un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui coupissent en prison, comme les Bruce Lacrus Alanga. Passé l'épisode de Mburanto qui dirige le Gabon, on nous dit maintenant que c'est Nourdine et Sylvia Bongo qui dirigent le Gabon. Sous-entendu, Ali Bongo n'existe plus, mais le régime perdure parce qu'il y a Sylvia et Nourdine Bongo. Mais qui, nous sommes quand même en Afrique, Malcolm, qui peut, et qui plus est au Gabon, qui peut imaginer qu'une femme d'origine marocaine, voire française, pourrait venir diriger à elle toute seule, accompagnée de son fils, le Gabon? Ça veut simplement dire que nous sommes face à une situation où il y a des piliers derrière ce régime, qui soutiennent ce régime. Et s'il fallait même que je m'appuie sur les propres propos d'Omar Bongo, qui disait tantôt, il y a quelques années, que le PDG avait deux jambes, le Haut-Ogooué et le Gouelolo. Et quand on s'interroge face à ça, il ne s'agit pas de stigmatiser des compatriotes de tel ou tel pays, mais il faut voir qui sont les personnalités qui tiennent aujourd'hui les institutions gabonaises, donc qui forment ce pilier-là. Qui a la Cour constitutionnelle, qui a la Cour des comptes, qui tient la garde républicaine, du moins la garde présidentielle, pardon, qui tient les renseignements. C'est-à-dire que cette armature-là du pouvoir au Gabon est tenue par qui? Mhm. Ces gens-là sont identifiés, identifiables. Et si les débats que nous avons au sujet du pouvoir gabonais ne tournent pas autour de ces questions-là, c'est que nous faisons de la littérature. Mhm. Parce qu'on s'en fout aujourd'hui de savoir si M. Ali Bongo est vivant ou mort. C'est qui sont les piliers du régime. J'attends que nous apportions des réponses ensemble, hein, parce que la science, bien évidemment, la connaissance n'est pas une science infuse. Pardon. Mais je pense que tout le monde a compris que ce qui se passe là, c'est du vernis. C'est du vernis pour faire penser que nous sommes dans un état de droit. Et ça marche. Ça marche à la fois dans l'esprit des Gabonais et aussi probablement vis-à-vis de la communauté internationale. Parce que moi, j'ai un problème avec le combat que nous menons. Je ne sais pas qu'est-ce que nous combattons au Gabon. Est-ce qu'il s'agit d'une dictature d'une dictature, ou alors il s'agit d'une république imparfaite, donc, et on serait là dans le jeu de l'opposition. J'ai toujours du mal avec ça. Parce que quand j'entends qu'on appelle Ali Bongo, ou qu'on reconnaît à Ali Bongo la qualité de chef d'État, même si effectivement il s'est imposé là, et on se réunisse comme ça pour discuter d'Ali Bongo comme étant le chef de l'État gabonais, ça me fait un peu mal au cœur. Mais bon, je vais me plier à un certain nombre des questions que vous posez. Donc je pense que c'est du vernis. Léon Zuyer, Serge Dibangou vient de le dire, c'est du pipi de chat. Ça me rappelle également que le maire d'Akanda est également en prison, comme quoi il fait peut-être pas bon d'être maire dans l'estuaire, mais pour être un peu plus sérieux. Euh, Ce qui se passe au Gabon, si on devait s'asseoir s'appuyer sur ce qui aurait dû être la loi mère de toutes nos institutions, c'est-à-dire la Constitution, en son article 14, notre Constitution dit que les fonctions de président de la République sont incompatibles
avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée à caractère lucratif. Il vous reviendra, par exemple, le cas de Delta Synergie, où on voit bien que M. Ali Bongo, chef de l'État imposé, usurpé au Gabon, est donc à la tête d'un certain nombre d'activités lucratives. Le même Ali Bongo est également à la tête, et ou du moins il était PCA, ou il est PCA de certaines institutions telles que l'Agence des grands travaux, etc., au Gabon. Et là, les procureurs ou le procureur de la République n'interpellent personne. Plus qu'on veut nous faire penser que nous sommes dans un état de droit, pourquoi il n'y a aucune interpellation là? Un des intervenants, Madame Makeba, je crois, soulignait que on a vu à travers la presse française que 18% des recettes pétrolières étaient versées à la famille Bongo. Rien n'y fait. Donc c'est vous dire que, moi je voudrais dire aux Gabonais, ne vous intéressez pas à tout ce qu'ils font là parce que c'est du vernis. Ce régime essaie de faire croire que nous sommes dans un état de droit parce qu'il y a des textes qui font penser que nous sommes dans un état de droit. Non, mais il s'agit d'une dictature sanguinaire et qui doit être combattue comme telle. Donc, que Léandre Zué soit arrêté, que le Premier ministre ou l'ancien Premier ministre demain suive également dans la foulée, ça ne changera en rien le quotidien des Gabonais parce que tout le monde a su situer où est le problème aujourd'hui au Gabon. Il s'agit non seulement de s'attaquer au cœur, parce que le pouvoir gabonais est, si vous voulez, compartimenté. Moi, je disais dans ma première intervention, même si beaucoup n'aiment pas aborder ces questions-là, on parle souvent du système Bongo. On dit comme ça, mais qui aujourd'hui peut dire c'est quoi le système Bongo en question? Parce que moi, je voudrais qu'un jour, on puisse faire un focus sur ce système-là. Il est représenté par quoi? Il est incarné par qui? Et quand on regarde, on se pose ces questions-là, on voit d'emblée que nous pouvons identifier le mal du Gabon. Les Gabonais qui font mal au Gabon, les étrangers qui font mal au Gabon sont identifiables et on les cite allègrement un peu partout. J'entends, et à raison d'ailleurs, même on va citer la France, on va citer la Légion étrangère là en question, mais le mal fondamental du Gabon, c'est le Gabonais qui est identifiable au Gabon. Est-ce qu'un jour on fera un débat? Est-ce qu'on versera sur le débat public ces questions-là de gouvernance, ces questions de gestion du Gabon, de gestion tribale, ethnique, régionale? Parce que je vais vous donner l'impression de ne pas répondre à votre question, parce que j'estime que nous passons toujours à côté de ces sujets véritables. C'est pas Léon. Vous venez de passer 2 minutes là, Patrick Mivila, à dire qu'il faut qu'on parle des gens, des Gabonais qui font du mal. Vous auriez pu très bien en parler. Rien ne vous empêchait de le faire. Patrick Mivila, vous allez y revenir. Hein. On va parler, on va aborder. Tout à fait. On va parler de Souka Raponda. On va parler de la transgabonaise. Il va falloir que vous nous disiez très clairement dans les prochains sujets qui sont les Gabonais qui mettent le pays à terre. Il faut le dire, Patrick Mivila. Mais c'est mon souhait, Malcolm. C'est mon souhait. Vous étiez aux assises de Paris et de la diaspora à Paris. Vous avez vu que nous avons ébauché un certain nombre de choses qui, ce sont des vérités des fois qui dérangent. Quand je vous dis que, et je ne suis pas le seul à le penser, à quel moment on va véritablement mettre la question de la gestion tribale, de l'ethnocratie qui règne au Gabon? Aujourd'hui, on nous parle d'Ali Bongo qui serait à terre et que le système perdure. Mais qui fait perdurer le système au Gabon? C'est quand même pas Sylvia ou Nourdine qui n'a même pas 30 ans qui viendrait gérer le Gabon au vu et au su de tout le monde. Qui soutient? Ça veut dire que ces gens-là ont une protection. Qui sont les militaires qui soutiennent Ali Bongo? Qui donne l'argent à la famille d'Ali Bongo? Qui donne l'argent à Sylvia? C'est quand même pas Sylvia qui se déplace pour aller mettre la main dans les caisses de l'État gabonais. Ça veut dire que ce régime-là a mis en place un certain système de prédation de nos finances. Il faut regarder qui occupe la direction de la comptabilité et du budget, par exemple, l'ancien TPG, hein, la trésorerie prairie gabonaise, qu'on appelait le TPG, qui souvent a géré comment l'argent circule au Gabon? Qui de la garde républicaine, de la garde présidentielle et de la garde républicaine détient les armes aujourd'hui qui protègent les Bongos? Parce qu'on a vu, par exemple, en 2016, le pouvoir vaciller. Mais finalement, Ali Bongo est resté au pouvoir. Et il n'aurait pas eu cet AVC
on ne sait pas quelle serait la nature de nos débats aujourd'hui. Vous aussi, vous dites c'est un pion, elle sert à rien, elle ne fait pas partie des piliers du système. En fait, voilà, elle sert à rien. C'est que des gens cachés, c'est la théorie du complot, Patrick Mivila. On parle de qui Là, dites-nous les choses très clairement. Dites-nous les choses. Vous avez l'occasion de parler. Qui sont ces piliers du système? Est-ce qu'Osouka en fait partie? Écoutez, Malcolm, il n'y a pas de théorie du complot. Il y a des faits qui sont là. Vous savez, le PDG a été créé, je crois, en 68, hein, le 12 mars, par des familles gabonaises. Et ces familles-là, si vous les suivez de très près, elles dirigent toujours ce pays-là. J'ai envie de vous dire qu'à cette période-là, c'est comme si les familles qui se sont réunies à Koulamoutou ont signé un pacte anti-républicain pour diriger le Gabon sur des bases tribales, ethniques et régionales. Comment ça s'est passé? Puisque nous sommes là pour la vérité. Voyez-vous, le pouvoir en lui-même, incarné donc par la force, l'armée, incarné par l'argent, les finances, incarné par la loi, donc la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, est tenu par qui depuis que le Gabon existe, soi-disant en tant que république? Je pose et j'interpelle l'ensemble des Gabonais puisque nous avons la capacité de pouvoir faire ces recherches-là. Et tout le monde aujourd'hui est capable de savoir qui incarne ces piliers-là. Je vais donner quelques exemples puisque nous sommes là pour établir la vérité. Le pouvoir au Gabon, donc la présidence, tenue donc par les Bongo, Bongo père, Bongo fils aujourd'hui, peut-être Bongo petit-fils demain. L'armée, la garde républicaine ou la GR, comme vous le voulez, c'est tenu par qui? Les généraux Kouna et tout le reste, ils sont de quelle province? Je vais encore mettre les pieds dans le plat, ils viennent du G2. Les finances au Gabon, toutes les régies financières, même si de temps en temps il y a quelques soubresauts, sont tenues par qui? Je vous ai dit tout à l'heure qu'Omar Bongo, depuis 68, a claironné que le PDG avait deux jambes, Otogwe, Ogwe-Lolo. Quand le TPG, que ce soit les Louembe, les Massima ou encore les capitaux, donc, et j'en passe, ils sont issus de quel coin du Gabon? C'est la dimension quasi tribale et même régionaliste que je voudrais que nous ayons comme regard. C'est pas tout à chaque fois de dire, ben, écoutez, c'est un système, le système est plus fort et tout. Mais c'est quoi le système en question qui gère et qui perdure? Moi, j'ai vu par exemple ici en 2016, depuis 2016, hein, nous sommes en France, à Paris, des gens, des fois, effectivement, à juste titre, parlaient de tribalisme. Oh, les femmes, les miennais qui s'affrontent parce qu'il y en a qui estiment que le pouvoir est à eux et que les autres ont fait en sorte qu'on accède au pouvoir en temps du pouvoir que nenni, plus que on sait qui tient le pouvoir gabonais aujourd'hui. C'est vrai que il y a des bases, il y a des causes exogènes, hein, c'est-à-dire la France. On a toujours, je ne voudrais pas verser dans une forme de déresponsabilisation en disant c'est la France qui gère, mais est-ce qu'on pourrait à un moment donné se concentrer sur l'espèce de complicité gabonaise, donc ces enfants du Gabon qui permettent à l'étranger de rentrer dans notre maison, de violer nos enfants, de violer nos femmes? Est-ce qu'on peut les regarder? Il ne s'agit pas de couper des têtes. Vous avez bien vu que la multiculturalité au Gabon fait en sorte que les familles sont entremêlées. Mais de dire qu'aujourd'hui, quand même, tiens, nos frères du G2 tiennent le pouvoir là. Et à chaque fois que le pouvoir a vacillé, c'est encore eux qui servent de variable d'ajustement. Vous avez vu le vote à 99%, qui n'est pas que du temps d'Ali Bongo, parce que regardez les chiffres également dans cette province-là du temps d'Omar Bongo. Il y a cette partie du G2, il y a l'Ogwe Lolo aussi, regardez le pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, c'est qui est président de l'Assemblée nationale, qui a été président de l'Assemblée avant lui. Donc, vous voyez qu'il y a toute une orchestration qui fait en sorte que les choses soient maintenues en l'état. Et
pour faire penser que le pouvoir circule, eh bien, il y a cette forme de géopolitique qui fait que, ben, tiens, on peut donner aux femmes la primature pendant des années. Là, maintenant, l'estuaire, hein, les femmes de l'estuaire, maintenant, c'est passé sur une autre entité ethnique de l'estuaire, c'est au Souka. Donc, il y a ce sélectorat-là interchangeable sur lequel le régime d'Omar Bongo, le régime du PDG, le régime d'Ali Bongo s'appuie pour faire penser que, pour dire demain que c'est tous les Gabonais qui mangent. Croyez-moi, quand il s'agit du véritable changement au Gabon, ce ne sont pas tous les Gabonais qui décident. Et on sait qu'ils sont les Gabonais qui orientent les débats, qui pèsent, qui tiennent l'arme, qui menacent, qui tiennent l'argent, qui corrompent. On sait aujourd'hui les situer. Et je pense que le Gabon court un véritable danger, c'est celui de voir progressivement s'installer insidieusement une guerre civile au Gabon, une guerre même ethnique, parce que certains vont estimer que, ben, tiens, c'est dans cette partie du Gabon qu'est géré le pays, et eux là-bas vont également dire, ben non, c'est pas eux, on est tout aussi pauvres. Vous voyez, on court vers des dangers indicibles. Il faudrait à un moment donné que sur la place publique gabonaise, de manière patriotique, responsable, nous discutons du démantèlement de la géopolitique au Gabon. Osouka, c'est un mot plus qu'il faut jouer le jeu de répondre aux questions, mais c'est juste un maillon interchangeable qui sert au G2, qui sert à l'Orouelo, qui sert à ce régime et qui sert peut-être par ricochet à la France. Mais moi, quand je regarde les problèmes du Gabon, je ne regarde pas uniquement la France parce que je me dis, mais tiens, si on vient me voler, me violer dans ma maison, c'est que quelqu'un de la maison a ouvert la porte. Donc, il faut regarder également cette personne-là. Hein? Donc, c'est très important que nous puissions faire un focus là-dessus et que nous accordions, Malcolm, que nous accordions le temps de rentrer en profondeur sur des sujets et pas les survoler. Ben là, pour le coup, on est obligé un minimum de les survoler puisqu'on a d'autres sujets à aborder. Mais je vous promets, Patrick Mivila, qu'on vous invitera. On vous invitera spécialement pour aborder cette question des piliers, Patrick Mivila, les piliers du système Bongo PDG. J'attends l'invitation avec beaucoup d'enthousiasme et j'espère que l'émission sera consacrée uniquement à la définition de ces piliers-là, à la définition du régime Bongo, parce que nous biaisons le débat. On s'en fout d'Osouka, on s'en fout. Il faut comprendre aujourd'hui qui dirige le pays. Oui. Qui dirige le pays. On est à même aujourd'hui, si on lutte, si on est résistant, si on est opposant et que nous sommes incapables de mettre le doigt sur ces questions-là, qui ne sont pas des questions tribales, qui ne sont pas des questions belliqueuses, mais c'est en responsabilité que nous devons parler de ces sujets. Voilà, vous venez de le dire, certains diront c'était un appel un petit peu à l'ostracisation du G2. Hein, C'est tout l'enjeu que vous puissiez ouvrir dans les semaines à venir un débat sur la question pour que, sur la base des faits, nous puissions analyser un certain nombre de choses. Ce qui est arrivé au Burundi et au Rwanda n'a pas été fait par un claquement de doigts. C'est une construction insidieuse, silencieuse qui emmène à des zones de non-retour. Nous sommes aujourd'hui en capacité de pouvoir débattre de la question ethnique, de la gestion tribale, régionale de notre pays, qui est donc incarné par les Bongos à la tête de ce pays et qui s'appuie au bas de l'échelle sur d'autres familles. Aujourd'hui, c'est au Souka, hier c'était Julien Kogué, il y avait les Raymond Donsima et j'en passe. Mais ce n'est pas eux qui tiennent le pays. Tout le monde le sait. Merci. Vous vous rappelez des propos d'Omar Bongo quand il parlait de son premier ministre Mébiam à l'époque. Donc, ne vous laissez pas influencer par ceux-là qui viendraient parler d'ostracisation et tout le reste, ou de victimisation. C'est faux. On est bien plus propre à parler de la France, à accuser la France et tout le reste. Non. Nous devons avoir ce débat responsable. La réaction de Serge Dibangou montre à suffisance qu'il faut un véritable débat sur cette question-là, parce que les raccourcis qu'il a empruntés tout à l'heure mériteraient vraiment qu'on ait une émission entière consacrée à cette question-là. Parce que je vois comment l'esprit des Bongos s'est instillé en nous pour nous faire penser que c'est l'ensemble des Gabonais qui sont responsables de la situation du Gabon tout entier. Je demande donc à nos historiens, à tous les observateurs de la chose politique gabonaise de regarder de 1967 à maintenant
qui sont à la tête, quelles sont les personnes qui sont à la tête de ce qui fait le régime des Bongos aujourd'hui, c'est-à-dire les régimes financiers, c'est-à-dire la garde républicaine, excusez-moi, qui est très très difficile. Voilà, ça s'est un peu calmé. Donc, que l'ensemble puisse regarder qui véritablement dirige le Gabon. Les raccourcis empruntés par Serge Dibangou montrent à suffisance que nous devons débattre sur cette question-là. Parce que dire aujourd'hui que, comment il s'appelle, Elingui Nguema tient la GR et que ceci et cela, enfin, nous connaissons le régime. Nous savons qu'à chaque moment clé, à chaque zone de basculement, ce régime a été sauvé par des Gabonais qui sont identifiables et identifiés dans le Gabon là. Je ne suis pas, quand je tiens ces propos-là, en train de dire que sortons les armes, sortons les machettes pour que nous puissions découper nos frères du G2 ou nos frères de Logoué-Lolo. Pas du tout. Je vous ai dit que nous devons discuter de ces choses-là en tant que responsables, en tant que républicains. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la république de façade qui existe en ce moment, c'est une république véritable. Donc, moi, je dis à M. Dibangou de regarder, d'observer convenablement, avec détachement, qui sont les piliers au Gabon. Comme ça, plus que M. Malcolm, vous vous êtes engagé à avoir une émission plus longue, plus profonde sur ces piliers-là, nous allons démontrer aux Gabonais qu'il y a un problème dans le sud-est du Gabon. Alors, si monsieur Dibangou est d'accord, on fera cette émission avec lui également pour vous porter la contradiction. Voilà, et pas que lui. Parce que si nous avons... vous savez, il ne faut pas se priver de l'apport des uns et des autres, et même de certains de nos aînés, qui sont même dans l'opposition aujourd'hui et qui ont fait le régime que nous combattons aujourd'hui. Vous savez, voici un régime... On vous laisse conclure. Oui, je vais conclure. Puisque, vous savez, c'est même pas une conclusion, mais je vais dire à mon frère Serge Dibangou que mon propos n'est pas celui d'un homme belliqueux qui voudrait voir les Altogovéens mis à mort. Bien au contraire, je dis bien au contraire, et je pèse mes mots, si nous évacuons, si nous évitons cette question de la gestion tribale, ethnique, cette question d'ethnocratie au Gabon, nous courons vers ce qu'a connu le Rwanda, lentement mais sûrement. Donc, nous votre micro est désactivé. Donc, oui, pardon. Je disais que moi, je m'inscris pleinement dans les propos des différents panélistes et je suis très proche de ce qu'a avancé Ivan Zé. Vous savez, le développement d'un pays ne se fait pas simplement par la force du Saint-Esprit ou bien à coup de propagande comme ils le font. Parce que si les Bongos pouvaient apporter un niveau de développement au peuple gabonais, cela se saurait depuis longtemps. Donc moi, j'appartiens aux Gabonais qui n'attendent plus rien de ces gens-là. Et parce que je n'attends plus rien d'eux, à chaque fois qu'ils font des annonces aussi honteuses, je n'ai envie que d'une seule chose, c'est redoubler d'efforts pour que ces gens-là s'en aillent, pour qu'enfin s'établisse au Gabon une démocratie et un état de droit qui va nous permettre d'amorcer le développement véritable. Après, sur les questions techniques de comment est-ce qu'il est possible de faire telle ou telle route, parce que ce sont des choix également à faire, en revenant sur ces grands investissements qui sont faits par les Bongos. Par homonymie, quand on dit transgabonais, je pense au transgabonais. Voyez ce qu'a coûté le transgabonais et ce qu'il est véritablement, parce que c'est un projet qui a englouti, c'est-à-dire le train, l'Octra, tout le reste, c'est un projet qui a englouti, qui a endetté le pays pour des années et des années. Je crois qu'on rembourse même encore l'argent qui a été investi dans ce qui n'est transgabonais que de nom. Aujourd'hui, d'après les calculs et selon les statistiques en termes de coûts énumérés par Serge Dibangou, c'est-à-dire que nous avons au Gabon un coût du kilomètre bitumé qui est d'environ 10 milliards.
Et on sait, 10 milliards, 10 milliards 5. On sait aujourd'hui que la transgabonaise en question, c'est 780 kilomètres bitumés. Donc, ça nous amènerait à peu près à quasiment 8500 milliards à dépenser, si j'entends bien, en 3 ans. Ça voudrait quasiment dire que c'est essentiellement le budget du Gabon qui serait consacré à cela. Je parle vraiment sur une base théorique parce que je comprends, ou on aura compris qu'on va aller vers un endettement encore plus effréné, alors que l'État et les Gabonais aujourd'hui croulent sous le poids de la dette qui représente quand même pour chacun des Gabonais 3 millions de francs CFA. Je dis à nos compatriotes, très honnêtement, n'attendez plus rien des Bongo et ses affidés. Ces gens ont eu 60 ans pour nous faire la démonstration qu'ils pouvaient apporter à notre pays un certain niveau de développement. Ils en ont été incapables. Donc, toute notre énergie doit être focalisée au départ de ces gens-là. Un départ qui s'organise. Il ne s'agit pas de chasse aux sorcières ou quoi que ce soit, parce que malheureusement, il y a beaucoup de Gabonais qui sont prisonniers, beaucoup de talents gabonais qui sont prisonniers de ce régime-là, et qui fait que nous n'avancions pas. Donc, on a simplifié à notre niveau le combat. Il faut faire partir ces gens-là de la tête de notre pays pour qu'enfin des projets réels, des projets ambitieux, faisables, réalisables dans le temps et de manière durable puissent être exécutés. Donc, tout le monde aura compris que la transgabonaise ne sera une réalité que dans l'esprit d'Ali Bongo et ses amis. Sinon, ça se saurait. Et moi, je déplore malheureusement certaines situations pour nous permettre de comprendre, hein, parce que des fois, il y a des explications techniques et autres. Nous avons même au sein de l'opposition des gens qui connaissent la question de la route au Gabon. Je pense par exemple au président Miboto qui a géré des questions liées à la route qui pourraient prendre le temps de nous édifier sur les difficultés. Pourquoi la route ne se fait pas au Gabon? Pourquoi la route coûte aussi cher au Gabon? C'est vrai, en préambule, on a discuté de la question de corruption, parce qu'on comprend bien que si le Cameroun qui est à côté, la route, le kilomètre bitumé coûte à peu près 600, presque 700 millions, et qu'au Gabon, c'est plus de 10 fois plus, 15 fois plus même, parce que c'est 10 milliards, on a compris qu'il y a un phénomène de corruption qui existe là. Plus que derrière certains, et d'ailleurs je pense également au président Ping qui, au sujet de la corruption, disait que ben, effectivement, si on serrait un peu les vis, si on luttait un peu mieux contre la corruption, on économiserait à peu près 10 millions, on économiserait pardon, à peu près 1000 milliards par an. Donc c'est une manne qui pourrait servir là à réaliser le développement des Gabonais. Donc pour conclure, il ne faut plus rien attendre des Gabonais. Redoublons nos efforts pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire le régime qui nous terre dans le sous-développement que nous connaissons aujourd'hui. De transgabonaise, il n'y en aura pas.